Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est l'heure des informations. Au menu, les sports à 6h15. Nadège Kofi reçoit M. Jonas Lago, président national de l'Alliance Bordeless, notre invité du jour. Et dans la parole est à vous. 6 ans après l'institution du prix d'excellence, quel impact dans les services publics de l'administration et pour une meilleure santé au quotidien? Tout savoir sur le tétanos à 6h55 avec Jenny Boukaramoko et les faits divers pour terminer sur un vol presque parfait. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, bonne nouvelle, les indicateurs du projet filets sociaux sont bons. C'est ce que confirme donc l'évaluation faite en mai dernier. 50 milliards de plus ont été obtenus pour permettre d'étendre le projet à plus de personnes vulnérables. La Côte d'Ivoire fête son indépendance le 7 août prochain. C'est dans 5 jours seulement. Une célébration qui se fera sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. On connaîtra l'histoire de ce boulevard dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale, violence en République centrafricaine, les armes russes mises en cause par des experts de l'ONU. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Les indicateurs du projet filets sociaux sont au vert. C'est ce que confirme l'évaluation faite en mai dernier. Une information donnée par le gouvernement. Son porte-parole, Sidi Timoko Touré, a indiqué hier mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, que 50 milliards de plus ont été obtenus pour permettre d'étendre le projet à plus de personnes vulnérables. Plusieurs autres décisions ont été prises pour notamment accroître la productivité agricole. Le point avec Kolo Koulibaly. En obtenant un prêt de 37 milliards de francs CFA auprès de l'Association internationale pour le développement, le gouvernement veut miser sur le numérique pour désenclaver le monde rural et accroître la compétitivité. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, annonce 8 milliards de francs CFA de financement dans un projet hydro-agricole dans les régions du Folon et du Kabadougou. Ce projet vise à assurer la sécurité alimentaire et à réduire significativement la pauvreté dans les régions concernées. Il comprend principalement la construction de 4 barrages collinaires d'une capacité de 21 772 199 mètres cubes et l'aménagement de 1000 hectares pour la riziculture et le maraîchage. 35 000 ménages, environ 225 944 personnes bénéficient des 36 000 francs CFA par trimestre. Le projet filets sociaux porte Sidi Touré. Des téléphones portables et des cartes SIM ont été gracieusement offerts à chacun des 35 000 ménages bénéficiaires à hauteur de 100% de couverture. Les récipiendaires des différents ménages bénéficient en outre d'un renforcement des capacités sur les mécanismes de paiement pour une meilleure appropriation du mobile banking et une gestion rationnelle des allocations. Ainsi, la revue à mi-parcours à fin mai 2018, conduite par les partenaires financiers, a pu noter avec satisfaction l'atteinte de la plupart des objectifs et indicateurs des résultats inscrits au projet. Le Conseil a aussi décidé de décaisser 388 milliards de francs CFA pour la restructuration de la dette de la CIR. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est un montant qui permettra de garantir la viabilité de la société ivoirienne de raffinage. Et puis le maire de la commune du Plateau, Noël Akossi Benjo, a été révoqué. Selon le porte-parole du gouvernement, cette décision fait suite à une série de missions de contrôle diligentées dans la commune du district d'Abidjan. Il s'est rendu coupable, toujours selon Sidi Timoko Touré, de faux en écriture et de graves déviations dans la gestion. Et la Côte d'Ivoire aura 58 ans le mardi prochain, la fête de l'indépendance. C'est seulement dans quelques jours, Denise. Et oui, la célébration officielle de la fête de l'indépendance de cette année 2018 est délocalisée sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, contrairement aux années précédentes où la célébration se limitait à une prise d'armes au palais présidentiel. Le VGE a une histoire que nous présente justement Paul Philippe. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing ou boulevard VGE est la grande artère traversant Abidjan Sud. Il relie l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à la ville d'Abidjan en partant du pont Félix Houphouët-Boigny, en traversant Trècheville, Malcory, Koumassi, Zone 4 et Port-au-Bou. Il fait environ 100 mètres de large et 8 km de long, 3x2 et 2 routes secondaires. Le beau, le pittoresque se distingue sur cette voie. Plusieurs hôtels sont situés sur le boulevard, Hôtel Ibis, Azalaï, Sofitel, etc., ainsi que de nombreuses entreprises et centres commerciaux tels que Cabalan et compagnie, Pneumatique, Cap Sud, Orca et Prima Center. Le boulevard est rebaptisé au nom de Valéry Giscard d'Estaing en janvier 1978 par la volonté de Félix Houphouët-Boigny
lors de la visite officielle que le président français, dont il porte le nom, effectue en Côte d'Ivoire du 11 au 15 janvier 1978. L'inauguration de cette artère est réalisée à l'occasion de cette visite et cette fête se déroule alors sur le boulevard bondé d'une foule enthousiaste et bariolée que Giscard d'Estaing et Félix Houphouët-Boigny saluent durant de longs moments les bras levés. Le chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy a justement écrit la chanson Boulevard de la mort, présente sur l'album Jérusalem de 1986, au sujet du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'au départ, les usagers y roulaient à tombeau ouvert. Le gouvernement ivoirien actuel a mis en place de vastes projets d'aménagement pour la fluidité routière, comme l'échangeur de Solubra, l'échangeur de Malcory qui relie l'autoroute de la Riviera au boulevard VGE. Aujourd'hui, 40 ans après son baptême du nom de l'ex-président français, le VGE reste toujours non seulement une fierté, mais aussi et surtout un acquis de l'ère Félix Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara veut à nouveau magnifier à travers cette célébration officielle de la fête de l'indépendance du 7 août 2018. Et c'est un très bon moment qui sera assuré dans quelques jours pour les 58 ans de la Côte d'Ivoire. Un autre sujet, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a procédé à l'installation officielle du conseil de surveillance de l'agence Côte d'Ivoire PME. L'organe est en charge de l'opérationnalisation de la politique nationale de promotion des entreprises de ce type, conformément à l'ambition affichée des autorités ivoiriennes de constituer des champions nationaux capables de porter l'émergence souhaitée à l'horizon 2020. Créé en 2016, c'est un organe d'exécution fédérant toutes les interventions en faveur des PME. Elle doit également contribuer au renforcement des capacités techniques. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'installation du conseil de surveillance de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je voudrais, avant tout propos, renouveler mes sincères remerciements à l'endroit de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour la caution institutionnelle qu'il a apportée à l'agence Côte d'Ivoire PME en signant le 6 juin 2018 le décret de nomination des membres du conseil de surveillance. Votre mission est délicate, mais je pense exaltante. Le modèle d'affaires et de l'incubateur d'Abidjan, les partenariats avec les institutions nationales et internationales, un vivier de capital humain doté d'expertises diverses sont entre autres des acquis indéniables sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour bâtir vos actions et atteindre vos objectifs. Bruno Leclerc, directeur de l'Agence française de développement AFD, quitte notre pays après y avoir passé 5 années. Mais bien avant son départ, il a été élevé au rang d'officier dans l'Ordre national du mérite de la République de Côte d'Ivoire par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Même s'il quitte définitivement la Côte d'Ivoire, Bruno Leclerc a promis continuer d'œuvrer dans le sens de la croissance économique. Je suis évidemment très honoré, très touché, très ému par vos paroles, Monsieur le Premier ministre, dites par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, et très comblé par cette cérémonie organisée à mon intention. Je souhaiterais commencer par dire que je ne sais pas si cette médaille est méritée, que je n'ai rien fait de spécial, sauf mon travail, que les résultats obtenus sont ceux de toute l'équipe de l'AFD, et plus généralement de l'équipe de France. 5 ans en Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. En tout cas, cela restera pour moi et pour nous, en incluant ma famille, la plus longue tranche de vie, puisque nous avons pour l'instant passé entre 2 et 4 années dans un même pays, mais pas plus. La Côte d'Ivoire se transforme chaque jour et nous avons fait ensemble beaucoup de chemin en 5 ans. Une délégation représentant le ministre Amédée Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, conduite par le directeur de cabinet Aristide Yao, a visité les travaux routiers de l'axe Bassam-Nziekro. Cet ouvrage de plus de 54 km permettra une fluidité routière allant de Bassam à Bonois. Les travaux sont encore en cours. Écoutons Aristide Yao à l'issue de cette visite. Nous sommes venus nous imprégner de l'avancement des travaux du projet de renforcement de la route Bassam à Boisseau, notamment la section Bassam-Zinkro. L'entreprise aujourd'hui enregistre un grand retard par rapport au délai des travaux. Le rapport que nous a fait l'AGEROUTE fait état d'un taux d'exécution physique des travaux de 15% contre 95% du délai consommé.
On enregistre de nombreuses malfaçons sur le projet et beaucoup de défaillances, on dirait, sur le plan sécuritaire et de l'environnement. Toutes ces défaillances créent de nombreux désagréments aux usagers de cet axe. Le chantier qui a commencé en février et qui était prévu pour un délai de 6 mois, je pense que ce que nous avons constaté, nous allons rendre compte au ministre de l'équipement et de l'entretien routier qui prendra les décisions qui s'imposent. 450 jeunes recrues des forces spéciales ivoiriennes ont été présentés au drapeau en début de semaine. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée au centre d'entraînement de cette unité d'élite basée à Oumé. Cette présentation s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et des autorités administratives d'Oumé. Les détails avec Henri Gervais. Après le cérémonial militaire, le ministre Ahmed Bakayoko a tenu un langage direct aux soldats qui viennent de faire leur entrée dans le temple des gardiens du drapeau. Il leur a fait savoir qu'ils ont désormais la lourde responsabilité de tenir le drapeau national, symbole de la patrie, emblème de la nation tout entière. Chers jeunes recrues, aujourd'hui est un grand jour parce qu'on vous met sous le drapeau, en face du drapeau, et le drapeau est passé devant les yeux de chacun de vous. Cette symbolique pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous avez la responsabilité de tenir le drapeau et sans tâche. Le drapeau vous est également confié. Vous devez veiller sur le drapeau, sur toute sa symbolique. On vous confie le pays, ses habitants. Je sais ce que vous avez enduré pendant cette formation, parce que le général Doumbia m'a tenu régulièrement informé de tous les désistements, de ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ne pouvaient pas être là comme vous êtes là aujourd'hui. Donc vous pouvez être très fiers de vous. La plus haute autorité de la défense a en outre rassuré que le président Alassane Ouattara accorde beaucoup d'intérêt aux forces spéciales. Le ministre Ahmed Bakayoko a promis tout son soutien à cette unité d'élite afin qu'elle accomplisse sa mission qui est de sécuriser le pays. Le centre d'entraînement des forces spéciales d'Oumé a été créé en 2016. Il accueille les stages internes, de cursus et des cycles réguliers d'entraînement à balles réelles. Henri Gervais, Oumé pour Radio Côte d'Ivoire. Actualité internationale au Zimbabwe, la commission électorale a annoncé ce mercredi 1er août la victoire au Parlement du parti au pouvoir, la ZANU-PF, provoquant la colère de l'opposition. Des heurts ont éclaté dans l'après-midi d'hier entre jeunes proches de l'opposition et forces de l'ordre. La commission a jusqu'à vendredi pour publier les résultats de la présidentielle, mais les observateurs internationaux qui étaient plus de 1000 dans le pays ont appelé la commission à les publier le plus rapidement possible lors de leur premier bilan de ce scrutin. La mort de 3 journalistes russes qui enquêtaient en Centrafrique et bien sur la présence d'une division. Une compagnie de mercenaires russes privés relance la question de la dégradation de la sécurité dans le pays. Ces assassinats coïncident avec la sortie d'un rapport du panel des experts de l'ONU. Selon ce document, le déploiement de la Russie, qui s'est engagé à la demande du gouvernement Touadéra pour sécuriser le pays, a eu l'effet inverse et a précipité la Centrafrique dans de nouvelles violences. Et puis aux États-Unis, alors que le gouvernement américain n'est toujours pas parvenu à réunir les familles de migrants séparés, les responsables américains de l'immigration étaient auditionnés cette semaine par une commission du Sénat. Les centres de détention sont accusés de maltraiter les clandestins qui sont retenus. Les dirigeants de ces derniers démentent. Voici qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La suite, un autre journal, celui des sports. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Il est avec nous, un expert en la matière, Koulibaly Sandou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Toute l'actualité des sports en direct du 2e étage de la maison de la radiodiffusion. C'est à Abidjan Plateau. Bienvenue à tous. Et nous commençons avec de l'athlétisme. Après plusieurs difficultés liées à l'organisation, les 21e championnats d'Afrique des Nations ont finalement débuté à Sabah, au Nigeria. Oui, Angeval, et sans surprise, Talou Marie-Josée, la sprinteuse ivoirienne, s'est qualifiée pour les demi-finales de ce 100 mètres prévu. Ce jour même à 16h, l'éléphante a réalisé le meilleur chrono de sa série, 11 secondes 25 centièmes. Ça passe également pour sa compatriote Gwenon Adeline Nanzi. Ça ne sera pas le cas pour Toti Souza,
Roxane, autre Ivoirienne éliminée en série. Chez les messieurs, sur le 100 mètres, Meïté Ben Youssef et Sissé Gueatu, deux autres éléphants, se sont qualifiés pour les demi-finales avec des chronos respectifs de 10 secondes 41 centièmes et 10 secondes 43 centièmes. Interrogé par nos confrères de RFI, Talou Marie-Josée revient sur l'organisation approximative et l'absence des cadres tels Blessing Opagbari. Elle était affamée quand elle est venue courir parce qu'elle n'a pas mangé à midi. Après, il fallait se qualifier pour la demi-finale, ce que j'ai fait. J'ai juste assuré. Vraiment une déception parce qu'on m'a dit toutes les meilleures d'Afrique qui ne sont pas là. Donc après, je suis là. Mais ça aurait été un plaisir de courir avec mes consoeurs. Donc voilà. Donc après... on a su ce qu'on doit assurer et puis on verra. Voilà, Talou Marie-Josée qui parlait d'elle à la troisième personne du singulier. A noté aussi la médaille d'or remportée par le coureur éthiopien Jemal Mekounen sur le 10 000 mètres en 29 minutes 9 secondes 17 centièmes. Et nous parlons football, la nouvelle direction technique de Côte d'Ivoire dirigée par l'Ivoirien Koné Tiegbe est à la tâche. Ah oui, avec deux de ses nouveaux collaborateurs, Jean-Jacques Tizier, formateur de gardien de but bien connu en Côte d'Ivoire, et Jean-Claude Yoboué-Kwasi, formateur des préparateurs physiques. Ils étaient récemment les invités spéciaux de l'émission Le Multiplex du département des sports présentée tous les samedis de 15h à 18h. Au cours de cette émission, Koné Tiegbe, le DTN, a expliqué que la nouvelle direction technique va orienter son travail sur 5 axes majeurs, notamment la formation des cadres, les relations avec les clubs et surtout avec les sélections nationales. Cette nouvelle direction technique nationale s'est dite ouverte et veut être de plus en plus proche des entraîneurs du club pour relever les défis à venir. C'est dans ce cadre qu'elle a rencontré récemment ceux-ci pour faire le bilan de la saison écoulée. Ce fut l'occasion pour les nouveaux membres de cette direction technique d'expliquer le bien fondé de les tâches. On écoute Jean-Claude Kwasi sur l'importance de les tâches. C'est dans l'intérêt des clubs d'avoir des staffs fournis, des staffs qualitatifs dans plusieurs domaines, aussi bien dans le domaine des gardiens de but, dans le domaine de l'entraînement tout court et dans celui de la préparation physique. D'abord, préparateur physique, c'est un métier. Mais il faut avoir envie d'être préparateur physique. Donc, au-delà des clubs, il faudrait que des entraîneurs s'intéressent à ce pan du métier de technicien, de préparateur physique, parce qu'il y a beaucoup de notions scientifiques, électroniques, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à connaître pour être performant dans ce domaine-là. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, les clubs, les dirigeants du club comprennent que la préparation physique et même l'entraîneur des gardiens de but font partie intégrante de la performance. On ne peut pas être performant si on n'est pas capable dans son staff d'avoir des techniciens dans ce sens-là. Et Jean-Claude Yoboué-Kwasi, nouveau responsable des préparateurs physiques à la direction technique nationale de football. Et nous terminons avec Jean-Marc Guillou qui a lancé officiellement le projet Ces Jeunes. Ah oui, c'était mardi dernier. Cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes aux 36 premiers agents enrôleurs. Ceux-ci auront pour mission à long terme d'enrôler 1 million de personnes. Déjà, la phase pilote démarre le 10 août prochain dans la commune de Makori. Elle prendra fin en février 2019 avant que l'opération ne s'étende sur les autres communes d'Abidjan. Puis, plus tard, les villes de l'intérieur. À thème, c'est de créer 8 académies de football dans lesquelles les meilleurs retenus seront formés. Les centres de formation sont au cœur de ce projet de Jean-Marc Guillou. On écoute justement l'initiateur Jean-Marc Guillou. Beaucoup de jeunes pensent, quand ils jouent au foot, c'est pour essayer de rêver un peu à devenir des grands joueurs. Ça arrive, qu'il n'y a aucune raison qu'en Côte d'Ivoire, d'autres n'y arrivent pas. Jean-Marc, à quel niveau la collaboration va se situer avec les centres de formation ? La collaboration, elle est très claire. Les centres de formation vont venir prendre une carte ces jeunes et quand ils auront pris une carte ces jeunes, ils seront reconnus par nous et ils pourront faire des compétitions avec leurs gamins. Les gamins devront aussi prendre une carte et puis à partir de là, ils seront concernés par la compétition qu'on va organiser. Et Jean-Marc Guillou, pour rappel, le coût d'adhésion est de 30 000 francs CFA par personne annuellement. Et puis des notes de transfert, l'Ivoirien Lamine Koné quitte l'Angleterre pour la France. L'international ivoirien va donc effectuer le chemin inverse, peu désireux d'évoluer avec Sunderland relégué en division 3 anglaise. Le défenseur du 29 va s'engager en faveur du club français de Strasbourg dans les prochaines heures, indique l'équipe. Le Sénégalais Moussa Sow a mis un terme à sa carrière internationale en sélection depuis 2009.
2009, il a disputé 3 CAN et un mondial 2018 en tant que remplaçant. Moussa Sow va donc se concentrer désormais sur sa carrière professionnelle. Et puis malgré un intérêt récent pour Thierry Henry, le poste de sélectionneur de l'Égypte devrait bien revenir à un des 4 finalistes initialement annoncés dans la shortlist d'après le site King Foot. Les Pharaons ont fait leur choix et c'est le Mexicain Javier Aguirre qui va succéder à Hector Cooper, un contrat de 4 ans et un salaire mensuel de 60 millions de francs CFA sont évoqués avec la qualification au Mondial 2022 comme objectif. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Merci Anjoal. Je serai de retour personnellement à 9h30. Le sport revient à 7h20. Merci beaucoup à vous, Koulibaly. Ladji Sendou l'avait dit, 7h20, ce sera avec Fernand Kouakou. Eh bien, c'est l'heure de recevoir notre invité du jour, l'Alliance Borderless. C'est une plateforme de plaidoyer en Afrique de l'Ouest. Cette plateforme a organisé le mercredi dernier un atelier de formation des commerçantes sur le corridor Abidjan-Lagos. Une occasion pour le président national de revenir sur les résultats de la conférence annuelle tenue à Bamako, au Mali, en mai dernier. Jonas Lago en parle avec Nadège Kofi. L'invité du jour. Monsieur Jonas Lago, bonjour. Bonjour. Que pouvons-nous retenir sur les résultats de la conférence annuelle sur les corridors de la CEDEAO qui s'est tenue à Bamako en mai dernier? Les acteurs venus d'une quinzaine de pays et 150 acteurs du secteur privé, des experts du monde régional, du commerce et de la facilitation ont fait les travaux sur 4 panels et il y a eu des recommandations à l'endroit des États, à l'endroit du secteur privé et à l'endroit de l'Alliance Borderless. Voilà quelques indications à l'endroit des États. Pouvez-vous revenir sur les recommandations sur les tracasseries routières, sur les corridors? Au niveau des États, la conférence annuelle Borderless 2018 a recommandé la mise en œuvre du trio accéléré, la création d'un fonds de solidarité pour garantir le quotient national, l'accélération de la mise en œuvre de l'interconnexion. Il y a eu aussi des recommandations à l'endroit du secteur privé et des communautés économiques régionales, notamment pour leur demander d'harmoniser beaucoup plus leurs vues, leurs actions sur la mise en œuvre d'un corridor intégré et sur aussi la question de la mise en œuvre du trio et de l'application du règlement 14. Vous avez récemment dépeint les tracasseries routières sur les corridors de la CEDEAO. Est-ce que votre plaidoyer a porté? Nous avons fait des recommandations sur ça. Nous avons demandé d'abord que la communauté économique régionale, notamment l'UEMOA et la CEDEAO, on va essayer d'organiser un séminaire pour les aider à harmoniser déjà leur axe stratégique, leur axe d'activité sur la mise en œuvre d'un corridor intégré. Et pour ça, nous allons prendre un corridor pilote, notamment celui à Abidjan-Lagos, pour le mettre en œuvre et puis calquer le modèle sur les autres corridors de la sous-région. Vous avez souligné que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à avoir appliqué le trio. Qu'est-ce qui coince, selon vous, au niveau des autres États? Sur la question du trio. Ce sont les difficultés d'interprétation et de collaboration entre l'administration, les autorités et les opérateurs économiques. Nous, Alliance Borderless, nous allons contribuer à ce niveau-là, à harmoniser les vues pour amener les États et tous à mettre en application ce transit routier inter-État qui a été signé déjà par le Conseil des ministres des communautés depuis 1982. Et la mise en application de façon séquentielle est un peu lente. Parce que quand le trio est mis en œuvre, avec l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, vous comprenez que les marchandises qui quittent d'un point A à un point B n'aura pas de problème. Parce qu'il y a une rupture des charges qui se fait, il y a l'interconnexion, la marchandise trafique facilement et nous n'avons pas de problème de retour de la caution qui est payée par les commerçants, la caution aussi qui doit être élevée ou pas par la douane ou même par la chambre de commerce ou même par l'opérateur. Tout ça, ça va être allégé. Ça va permettre aux opérateurs économiques moyens de faire mieux le commerce. Pourquoi une formation en faveur des femmes alors qu'on sait qu'elles ne sont pas les plus nombreuses sur les corridors? Les femmes commerçantes sur le corridor ont beaucoup de difficultés d'interprétation des textes, de collaboration avec l'administration des douanes, de collaboration avec la police. Donc nous allons leur donner les outils pour mieux organiser leur commerce, pour améliorer leur commerce. Pensez-vous, Monsieur Lago, que les barrières au commerce dans l'espace CEDEAO peuvent être éliminées? Les barrières sont en train d'être éliminées. Les États font les efforts, les opérateurs économiques font les efforts. Il y a des textes qui sont en train d'être appliqués. Les États, les opérateurs économiques, les ports sont toujours en formation, développer les stratégies nouvelles pour rendre les corridors compétitifs. Et nous avons beaucoup d'espoir. Avec aussi la contribution des acteurs privés comme Alliance Borderless, nous sommes en train d'y parvenir. Alliance Borderless est représentée dans combien de pays? Alliance Borderless est représentée dans environ 9 pays sur les 15 de l'espace CEDEAO. Merci, Monsieur Lago. Merci beaucoup.